Pour vous, chère auditorice, le début du roman de Agnès Martin-Lugan, Les Renaissances, publié chez Michel Lafon. Prologue. Italie, côte adriatique, été 1988. Mama, guardami, mama! Une femme se redresse de sa serviette de plage. Elle retire ses lunettes de soleil. Où peut se cacher son fils? Elle le repère, éclate de rire et se lève. Sans prêter attention aux regards qui la suivent, certains envieux, d'autres jaloux, ou encore chargés de désir, elle avance d'une démarche chaloupée jusqu'au bord de l'eau. « Lino, sono qui ?» répond-elle en lui lançant de grands signes de la main. Indifférent au vertige, il gesticule du haut d'un rocher. Elle applaudit et admire son petit garçon qui s'amuse. Rien n'est plus merveilleux que son sourire. Puis elle offre son beau visage au soleil écrasant. Le parfum de la chaleur, de la nature, du sel de la mer lui chatouille les narines. Elle se sent en paix, belle, séduisante, et elle est repue d'amour. Les 2 derniers jours, elle les a passés entre les bras du plus important de ses amants, celui qui surpasse tous les autres. Elle ne sait pas quel est son mystère, mais elle est incapable de rester trop longtemps éloignée de lui. Au fond de son cœur, elle sait qu'elle l'aime. Elle l'aime même à en mourir. Mais jamais elle ne le lui dira, sauf s'ils se retrouvent au paradis. Elle a le temps pour ça. Et en attendant, elle tient à son indépendance. Pendant qu'elle s'offrait et qu'elle recevait, elle n'a pas eu à se soucier de Lino. Il courait de nuit comme de jour dans les ruelles sous la surveillance de Père Dieu qui l'adore et qui le laisse libre de vivre son enfance avec insouciance. Héléna, tu crois que c'est raisonnable de le laisser faire? C'est haut tout de même. Sa sœur jumelle, comme chaque été, est avec eux. Elle vient de la rejoindre les pieds dans l'eau. Paolina, arrête donc d'avoir peur de tout. Lino nage comme un poisson, et tu sais bien qu'il adore sauter dans tous les sens. Tu verras qu'il sautera bientôt de plus haut encore. Il lui reste encore une marche à franchir. D'accord, mais Alban n'est pas aussi dégourdi. Héléna dépose un baiser sur la joue de sa sœur. Lino ne laissera jamais son cousin se mettre en danger, tu le sais bien. Paolina le concède en haussant les épaules. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son fils. Elle le voit de là et il a l'air terrorisé. Héléna s'en rend compte, passe son bras par-dessus le sien et l'entraîne vers le rocher. « Allons voir plus près !»« I nostri piccoli amori » chantonne-t-elle. Paolina secoue la tête amusée par sa jumelle qui ne peut s'empêcher de ponctuer ses phrases par de l'italien. Elle n'est vraiment pas née dans le bon pays. Les 2 sœurs, complices, se rapprochent du plongeoir improvisé. Lino repère sa mère. Il sourit avec toute l'innocence de son amour pour la femme de sa vie. Il lui envoie un baiser du bout des doigts, doublé d'un clin d'œil arrogant, et fait une révérence. Héléna jubile de la joie de vivre de son fils. Il veut qu'elle soit fière de lui. Il doit lui montrer qu'il est fort, le plus courageux de tous. Alors, il décide d'aller encore plus haut. Il grimpe sur un rocher au-dessus de lui. Il sait que personne n'a encore sauté de là. En tout cas, pas depuis qu'il est arrivé pour les vacances. « Ne fais pas ça !» lui crie de plus bas son cousin Alban. « Tu vas te tuer !» Lino lui tire la langue. « Je vais le faire, je vais être le meilleur. Ne t'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai toujours. » Les enfants autour de lui l'encouragent. Ils scandent son prénom. Lino les regarde fièrement depuis son trône. Il va leur montrer de quoi il est capable. Il se signe, embrasse sa médaille de Saint-Marc qu'il porte autour du cou et lance un dernier regard victorieux à sa mère. Et Lino saute. Il s'envole, pousse des cris d'enfant et entre dans l'eau en provoquant des gerbes tout autour de lui. Il met un temps infini à remonter. Héléna est la seule à ne pas s'inquiéter. La plage est devenue silencieuse. Des vacanciers s'approchent du bord, prêts à aller secourir ce petit garçon qui aurait dû avoir un peu plus froid aux yeux. Quant à sa mère, quelle irresponsable! Paolina lui serre le bras de terreur. Héléna, elle, sourit encore et encore. Elle connaît son fils, elle lui fait confiance, et Saint-Marc le protège. Lorsque Lino réapparaît, il est déjà tout près d'elle. Des applaudissements se répandent sur le sable.
Il nage un peu plus vite et finit par courir vers elle. Il se blottit contre son ventre. Et Helena pousse des cris de joie. Elle se moque qu'il dégouline d'eau salée, il la rafraîchit. Elle attrape le visage de son fils entre ses mains et le couvre de baisers. Ti amo, ti amo, ti amo. Anch'io, mamma. Il se serre un peu plus étroitement contre elle. Il adore la chaleur de sa peau après qu'elle a pris le soleil et son parfum le rassure. Il est doux. Il sent l'été, les vacances. Sa maman est heureuse, elle s'est amusée de son côté et il a pu faire tout ce qu'il voulait sans avoir à s'inquiéter pour elle. Lui était avec Nonna et Maria, des amies de sa mère. Il n'éprouve aucune difficulté à les embobiner pour obtenir ce qu'il veut. Il a l'habitude. C'était déjà comme ça pendant le carnaval. Puis mutin, il s'échappe des bras de sa mère et se retourne vers le rocher. « Alban, à toi !» hurle-t-il. « Je ne préfère pas, » lui dit Paolina. Lino se jette au cou de sa tante. « Je vais aller avec lui si tu veux. Il va y arriver, je te le promets. Il sera trop content après. »« Pas d'aussi haut que toi, Lino, c'est compris ?» Il hoche la tête en se retenant de lever les yeux au ciel. Et il part en courant dans l'eau, se moquant d'éclabousser les gens autour de lui. Puis pieds nus, il ne sent pas les morsures des cailloux dans sa peau. Il escalade les rochers et retrouve son cousin. « Vas-y, Alban, tu vas voir, c'est trop bien. Tu as l'impression d'être un oiseau et après un poisson. »« J'ai peur, Lino. » Ce dernier plante son regard gris dans celui marron de son cousin. « On va le faire tous les deux, mais pas de tout là-haut. Je l'ai promis à ta mère. Si je te donne la main, ça va aller. Je te promets, je te lâcherai pas. » Alban, des larmes plein les yeux, acquiesce. Il n'a pas le choix. Il ne veut pas passer pour un nul auprès des autres qui, déjà, ne lui adressent que très peu la parole et ne s'intéressent qu'à Lino. Et puis, sa maman doit être fière de lui. Il sait bien qu'elle s'inquiète pour lui, qu'elle croit qu'il est moins capable. Il doit suivre son cousin et il lui fait confiance. S'il lui dit qu'il peut réussir, alors il y arrivera. Mais qu'est-ce qu'il a peur! Lino l'attrape et l'entraîne vers le bord du rocher. Il roule des mécaniques et lâche quelques jurons, qui ne sont pas de son âge, à ceux qui osent se moquer d'Alban. Il montre les dents et les autres baissent le regard. Ils savent bien qu'il ne faut pas provoquer le petit Français, qui semble plus italien qu'eux au sujet du cousin. Du haut de ses 9 ans, Lino a déjà joué des points pour défendre l'honneur de la famille. Dans un Italien fleuri, où a-t-il appris ces grossièretés? Il leur rappelle que personne n'a sauté d'aussi haut que lui et que la moitié d'entre eux ne l'a pas fait de la hauteur que va défier Alban. Celui-ci s'accroche à Lino de toutes ses forces. Les jumelles, leur mère, les fixent depuis la plage. Helena sent sa sœur trembler à côté d'elle. Elle lui entoure les épaules. « Ne t'inquiète pas, Lino sait ce qu'il fait. Regarde plutôt comme ils sont beaux. » C'est vrai qu'ils sont beaux dans leur slip de bain, et pourtant si différents. Alban est chétif, il craint le soleil, tandis que Lino a la peau tannée, ses muscles se dessinent déjà, à tel point qu'il pourrait paraître plus âgé. L'un n'ose pas regarder ni sourire, l'autre braque ses yeux avec fierté dans tout ce qu'il croise, et rit à longueur de temps. L'un est délicat, l'autre ne s'encombre pas de douceur. « Regarde comme ils s'aiment, on a réussi à en faire des frères, déclare Helena. Des jumeaux aussi différents que nous deux, complète Paolina. Helena abandonne sa tête contre celle de sa sœur. Ils ne se sépareront jamais. Comme nous, ils passeront leur vie ensemble. Et quand on sera vieilles toutes les deux, que les hommes ne voudront plus de nous, ils nous feront des tas de petits-enfants jumeaux. Elles éclatent de rire, rassurées pour l'avenir de leur progéniture. Puis se concentrent sur leur fils. Lino tire Alban vers le bord. Ce dernier tremble de plus en plus. Il ralentit tant qu'il peut son cousin. « Je ne veux pas sauter, » lui murmure-t-il. « Tu n'as pas le choix. Tu n'es pas un trouillard. On va le faire tous les deux. De toute façon, tu es obligé de me suivre. Si tu me retiens, je me fracasse contre les rochers. »« Mais non, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. »« Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. » Alban hoche la tête. Lino lui sourit avec tout l'amour qu'il ressent pour celui qu'il considère comme son frère. 1, 2, 3. Il saute d'un même élan dans le vide. Lino serre la main d'Alban le plus fort possible. Jamais il ne le lâchera. Il doit le protéger et lui apprendre à se battre. Les deux petits garçons pénètrent dans l'eau en poussant des cris. Lino ouvre les yeux et croise ceux de son cousin qui rit dans un premier temps avant de boire la tasse. Il le remonte le plus vite qu'il peut. « Tu l'as fait !» hurle-t-il. Alban se jette au cou de Lino. « J'ai réussi !» Quelques minutes plus tard, les deux petits garçons courent dans les bras de leur mère.
Elena soulève Lino et le fait tournoyer autour d'elle. Il la regarde, il sourit, il est heureux, il n'a rien vu de plus beau qu'elle. Pendant ce temps, Alban est félicité par la sienne qui le scrute pour vérifier qu'il ne s'est pas blessé. Alban a honte qu'on le prenne pour un bébé, mais il se rassure en se souvenant qu'il a eu son moment de gloire lui aussi, même si c'est grâce à Lino. D'ailleurs, sa mère ne manque pas de le faire remarquer. Elle lâche son fils et se précipite vers son neveu qu'elle embrasse tendrement. « Merci Lino, c'est grâce à toi qu'Alban a réussi à sauter. » Alban, sans que personne ne s'en rende compte, normal, personne ne prête attention à lui, donne des coups de pied de rage dans le sable. Il a envie de tout casser. Quand arrêtera-t-on de le prendre pour un moins que rien? Non, s'énerve Lino après sa tante. Alban a décidé tout seul de sauter. J'y suis allée parce que j'avais envie de recommencer. Il se détache de Paolina, part en courant fouiller dans le sac de sa mère, où il récupère son porte-monnaie. Puis il revient, attrape Alban par les épaules. « Je t'offre une glace, c'est toi le champion !» Il entraîne son cousin qui se laisse faire, comme toujours. Les jumelles se retrouvent à nouveau à admirer leur fils. Elena est convaincue qu'ils veilleront toujours l'un sur l'autre. Paolina est plus réservée. Chapitre 1. Paris, hiver 2024, Rebecca. Mes mains tremblaient sur la page blanche. Je serrais le poing pour me calmer. Sois courageuse. Tu vas y arriver, ne cessais-je de me répéter. J'inspirais profondément et me lançais. Esteban. Par où commencer? Esteban. Quand liras-tu cette lettre? Esteban. J'essaie d'écrire pour toi. Esteban. Je ne sais pas. Esteban. Je broyais pour la énième fois une feuille et l'envoyais dans la corbeille à papier. Elle tomba piteusement à côté. La rage m'envahit. La force me manquait pour briser en deux mon stylo. Il m'avait servi tant de fois. Désormais, il me rappelait ce que je n'étais plus, ce que j'avais perdu, ce que je ne serais certainement plus jamais. J'étouffa un sanglot doublé d'un cri de détresse dans mon poing. Même écrire une lettre à mon mari m'était impossible. Interdit. Je n'avais plus aucun moyen d'expression. Toute ma vie, j'avais éprouvé des difficultés à dire les choses à voix haute. Je n'aimais pas faire de bruit. L'écriture me permettait de briser mes silences. J'avais toujours été plus douée avec les mots écrits que parlés. Plus maintenant. J'étais dévorée par tant de sentiments. À une époque pas si lointaine pour certains, mais qui, à moi, me paraissait dater d'une autre vie, j'utilisais les mots pour décharger une part, certes infime, et j'en avais parfaitement conscience, de mes tourments. C'était affreux à penser, mais lorsqu'Esteban m'avait annoncé qu'il partait travailler pour 2 mois en Espagne, j'avais nourri le secret espoir que cette situation provoquerait un séisme intérieur. Les jours étaient passés et rien n'avait vibré. J'étais dans la même tétanie, la même paralysie de l'esprit. J'aurais voulu écrire pour lui dire tout ce que je ressentais. Le souffle court, je quittais précipitamment mon bureau. À quoi bon y rester alors qu'il me renvoyait à mon mal-être? Sans but, je déambulais dans notre appartement. Il paraissait froid, triste, aussi vide et désincarné que moi. Dans l'entrée, mes yeux se posèrent sur les valises d'Esteban. Elle patientait sagement. Nous y étions. À la même heure le lendemain, il serait parti. Dans un monde qui n'existait plus, j'aurais pu l'accompagner. Nous pouvions laisser nos jumeaux, Fantine et Oscar, l'esprit tranquille. À plus de 18 ans, ils étaient assez grands pour se gérer ou pour ne pas nous causer de tracas. Bien sûr, ils avaient la fougue de leur jeunesse, mais nous avions réussi à leur inculquer un minimum le sens des responsabilités. Des années auparavant, nous aurions rêvé de n'être que nous deux, sans nous préoccuper des enfants, vivre à Madrid, nous balader, arpenter les musées, des restaurants en amoureux, une virée ou deux en dehors de la ville, le temps d'un week-end. Aujourd'hui, cela aurait sonné faux. Nous aurions vécu comme ici, chacun de notre côté. Esteban s'y rendait pour le travail. Son cabinet d'architecte lui avait proposé de superviser un projet en Espagne pendant 2 mois. Comment aurait-il pu refuser? Son pays natal lui avait toujours manqué. Pour les enfants, pour moi, il n'avait jamais évoqué la possibilité que nous allions nous y installer. Sans se plaindre, Esteban ne se plaignait jamais, il se satisfaisait de sauts de puce et de 2 semaines de vacances là-bas chaque année.
Il ne pouvait donc pas passer à côté de cette opportunité, même si elle n'avait pas vocation à durer. De mon côté, rien ne me retenait à Paris. D'une certaine manière, j'étais libre comme l'air puisque j'étais vide. Pourtant, lorsqu'il m'avait annoncé qu'il acceptait cette mission, à aucun moment nous n'avions songé que je l'accompagne. Il avait accepté sans même m'en parler. Le hasard, son travail, ses origines nous bousculaient à prendre enfin la décision de mettre de la distance entre nous. Esteban avait besoin de respirer, de s'éloigner de moi. Je ne lui en voulais pas, je le comprenais. Je n'étais plus celle qu'il avait épousée plus de 20 ans auparavant. Je n'étais même plus celle que j'avais été il y a encore quelques années. J'avais tout autant besoin d'air que lui, je ne supportais plus ses regards affligés. Si lui ne me reconnaissait pas, je ne le reconnaissais pas davantage. Il n'était plus le soleil qu'il avait été. En nous perdant en cours de route, nous nous étions éteints mutuellement. Nous n'étions ni les premiers, ni les derniers à qui cela arrivait. La petite enfance de Fantine et Oscar nous avait fait basculer dans un véritable tourbillon. Nous étions devenus parents de nos jumeaux alors que nous venions tout juste de nous marier, de rentrer dans la vie active. Tout était arrivé en même temps. Leurs 3 premières années, nous n'eûmes aucune nuit complète de sommeil. Nous courions dans tous les sens, animés par la certitude de notre bonheur. J'étais psychologue clinicienne. Jusqu'à la naissance des enfants, j'avais cumulé, comme beaucoup de mes confrères, plusieurs temps partiels, courant d'une institution à une autre. Je finis par en abandonner un pour gérer l'intendance. Je ne le vécus pas comme un sacrifice, bien au contraire. J'étais folle de joie de m'occuper de mes petits. Pour me permettre de souffler, dès qu'Esteban le pouvait, il prenait le relais. Lui, de son côté, s'épanouissait de plus en plus dans son travail, contrairement à moi qui trouvais moins d'intérêt dans le mien. Aussi, à mes heures perdues, renouai-je avec mes envies d'écriture. Dès que j'avais 1 minute de temps libre, je replongeais dans les carnets noircis durant ma grossesse. J'avais dû rester alitée les 3/4 du temps. L'inactivité et la terreur de perdre mes enfants m'avaient poussée à écrire. Durant cette période, c'était un besoin, une nécessité même, comme si mes jumeaux et moi ne pourrions réussir à survivre qu'à travers l'écriture. Sur le papier, j'exorcisais mes angoisses et mes chagrins. Je couchais mes aspirations de bonheur, d'adrénaline, de puissance des sentiments. J'aimais être dans ces mondes que je créais. J'étais moi, sans être moi. J'avais mis 5 heures à accoucher de mes jumeaux. Je mis des années à accoucher de mon premier roman. Il me fallut attendre la rentrée des enfants à l'école primaire pour me sentir prête à tenter ma chance. Les faits me donnèrent raison. Après de nombreux refus, mon manuscrit finit par atterrir sur la bonne table. Et un nouveau tourbillon nous enveloppa. Esteban était fou de joie et de fierté pour moi. J'en profitais tant que je le pus. J'obtins une reconnaissance que je n'aurais jamais imaginée et je me promis à l'époque de tout mettre en œuvre pour que cela dure le plus longtemps possible. Mon temps se divisa en deux, une moitié dédiée à mes enfants, l'autre consacrée à l'écriture. Celui d'Esteban se scinda de la même manière. Sa carrière et sa cote s'envolèrent au moment de la publication de mon premier roman. Il courait d'un projet à l'autre et dès qu'il le pouvait, il profitait de Fantine et Oscar, qui grandissaient trop vite à notre goût. Persuadés d'avoir trouvé la solution pour que notre vie soit préservée, nous ne mélangions jamais rien, nous délectant de nos réussites. Insidieusement, la distance s'installa. Nous développâmes avec les années des vies parallèles. Lorsque nous nous retrouvions le soir à la maison, chacun se penchait sur son ordinateur. Nous ne prenions jamais le temps de nous retrouver en tête-à-tête. Nous étions toujours entourés, et alors que notre histoire était fondée sur l'échange et le partage, nous savions de moins en moins quoi nous dire. Ou lorsque nous réussissions à entamer une conversation, nous ne parvenions plus à nous comprendre. Les premières disputes éclatèrent. Rien ne coïncidait jamais entre nous. Esteban voulait partir en vacances, voyage ou week-end prolongé. Je refusais, tout mon être étant envahi par l'écriture et mes personnages. Il était hors de question de me couper d'eux. Je partais du principe qu'il pouvait l'admettre. En réalité, je ne lui laissais pas le choix. Et lorsque j'étais disponible pour tenter de profiter de lui, c'était lui qui ne l'était pas. Ça n'est pas possible, j'ai un projet à mener. Les mots volaient entre nous, mais toujours à demi, pour ne pas risquer d'affoler inutilement Fantine et Oscar. Je crois que nous étions convaincus l'un et l'autre que ce n'était qu'une phase, qu'un jour une passerelle nous permettrait de nous retrouver. On s'épuisa tous les deux à maintenir le cap, à ne jamais rien montrer de nos frustrations,
et à nous consacrer encore et encore à nos métiers. Nous ne prenions pas soin de nous et nous étions incapables d'en parler, d'affronter le problème. Je fuyais de plus en plus dans l'écriture et les mondanités littéraires où je n'étais ni à mon aise ni à ma place. Mais à tout prendre, je préférais jouer un rôle dans ce milieu qui était devenu le mien, même si je m'y sentais étrangère, que d'affronter les silences et le visage désormais fermé d'Esteban. De son côté, je n'étais pas aveugle. Il s'étourdissait dans son travail et ses relations que je ne connaissais pas et qui ne m'intéressaient pas. Après 10 ans d'une course effrénée et qui avait perdu tout son sens, il y eut le roman de trop, la promotion de trop dont j'étais ressorti exsangue. Les efforts déployés et exigés par les romans s'étaient métamorphosés en contraintes, contraintes qui avaient fini par me vider, qui m'avaient tout pris. J'étais éreintée de tout, de mon travail, de ma vie de couple. Pourtant je bravais, clamant haut et fort, m'être déjà remise à écrire le prochain, alors que plus rien ne palpitait à l'intérieur de moi. Avant de m'y atteler, il y avait les vacances d'été. Notre programme ne nous ressemblait absolument pas. Je ne m'en étais pas préoccupée, ni même occupée. Esteban avait accepté une invitation en m'en parlant à peine. Pas bien compliqué de saisir qu'il voulait à tout prix éviter que nous nous retrouvions en tête à tête. Nous partions rejoindre des relations devrais-je plutôt dire, dans une immense maison au bord de l'eau. Durant ces 3 semaines, je fus incapable de jouer la comédie. Pendant que les autres, mon mari compris, s'étourdissaient en activité, je restais sur la terrasse ou sur la plage, un livre entre les mains. Je n'en terminais aucun. Incapable de me concentrer plus de 2 minutes, j'attendais que le temps passe. Durant ces moments de solitude, l'appréhension à l'idée de la rentrée m'étreignit, me coupait le souffle. La simple idée de me retrouver face à l'écriture me tétanisait. Qu'allait-il se passer? Qu'allais-je devenir si aucun sursaut ne se produisait? Le midi et le soir, je participais silencieusement à la confection des repas. À table, je ne me mêlais à aucune conversation. Je bus un peu trop et repris la cigarette, en me justifiant « juste pour le plaisir des vacances, j'arrête en rentrant à Paris ». Je n'entretenais plus le mythe de ma personne. Je n'arrivais plus à être celle que l'on attendait de moi ou que l'on croyait que j'étais. Non, je n'étais pas toujours souriante, pleine de vie, d'entrain. Bon nombre des personnes qui nous entouraient croyaient à tort que j'étais la même que celle qu'ils voyaient lorsque j'étais en représentation pour mes livres. Difficile, voire indécent, d'expliquer que malgré le succès, mon mari, mes enfants, je n'étais plus si épanouie qu'avant, que l'épuisement et la lassitude m'avaient envahi. Durant ces interminables vacances, nous atteignîmes le point de non-retour avec Esteban. Comme pour l'écriture, qui ne m'appelait plus. Je tus ce que je ressentais. Je craignais trop d'affronter la réalité. Cet été-là, je ne partageais aucun moment avec lui. Nous n'étions jamais assis l'un à côté de l'autre, ni à table, ni en terrasse, ni sur la plage. Nous ne nagions pas ensemble, ni ne trinquions. Parfois je l'observais. À certains moments, il pouvait encore être celui que j'avais connu, mais avec les autres. Il rayonnait, captivait, parlait fort. Tout ce qu'il m'avait offert avant était à présent réservé aux autres et à nos enfants. Sa lumière, loin de me manquer, me fatiguait, d'autant plus que je voyais bien qu'il se forçait. Il n'était pas plus heureux que moi. Nos mains ne s'étaient pas cherchées un seul instant, nous n'avions partagé ni sourire complice, ni conversation par le regard. Nous n'avions pas fait l'amour une seule fois, nos corps ne s'étaient pas effleurés, ni même cherchés. À une époque, désormais lointaine, nous aurions traqué les criques à l'abri des regards pour nous prendre, nous dévorer. Nous ne nous couchions jamais au même moment. Lorsque je finissais par rejoindre le lit et qu'il dormait, je m'installais le plus loin possible de lui, et il faisait pareil si je tombais de sommeil la première. Aujourd'hui encore, j'étais strictement incapable de me souvenir de la dernière fois où nous avions fait l'amour. Le désir s'était volatilisé. Au retour, tandis que les jumeaux poursuivaient leur vie lycéenne, Esteban rejoignit son agence et je me retrouvais seule avec moi-même. Face à mon écran, les mains sur le clavier. Les minutes, les heures, puis les jours passèrent sans sursaut. Je m'énervais, m'agaçais, rien ne bougea. J'avais beau me replonger dans les notes prises les mois précédents, c'était toujours le même néant qui m'habitait. L'idée à laquelle je m'étais accrochée des mois durant avait perdu sa force d'attraction, son pouvoir sur moi. Tout me semblait dénué de sens, d'intérêt, d'émotion. Après des semaines, je me rendis à l'évidence.
J'étais vide. L'écriture m'avait échappé. Je l'avais laissée s'échapper. Je lui avais tout donné pendant des années, ne ménageant ni ma peine, ni mon plaisir, ni ma santé, jusqu'à être à bout de tout, de force, d'envie, d'entrain, de joie, de bonheur, d'émotion. Pourtant je m'acharnais. La frustration était invivable, tout comme je l'étais devenue. Les seuls avec qui je me comportais encore correctement étaient Fantine et Oscar. Je les préservais autant que je le pouvais de mon état pitoyable et de cette descente aux enfers contre laquelle je ne parvenais pas à lutter. Je me débattais sans trouver d'issue, je subissais mon sort, incapable de réagir concrètement. En revanche, le peu de relations qu'il nous restait à Esteban et moi se dégradait chaque jour un peu plus. Je ne sais pas ce que j'attendais de lui, mais j'attendais quelque chose. Qu'il réagisse, qu'il me sauve, qu'il me protège, qu'il me dise que j'existais encore. Il ne le pouvait pas, et s'il avait pu, aurais-je seulement été en mesure de recevoir son soutien. J'en doutais. Notre amour s'était trop effiloché. Lui qui avait toujours trouvé les bons mots, les bons gestes, ne les connaissait plus. À moins qu'il n'eût plus l'envie de les utiliser, ou que ce qu'il tentait pour me secourir ne fonctionnât plus sur moi. Parfois, il me bousculait sans la moindre délicatesse, m'affirmant que je ne devais pas faire assez d'efforts, que je n'avais qu'à me bouger. Jusque-là, ce n'était pas si compliqué pour toi d'écrire une histoire. Ou bien il me conseillait de partir, prendre l'air avec des amis, ou de songer à me reconvertir. Et d'autres fois, il me laissait dans mon coin, exaspéré par ma présence et mon chagrin. Dès que nous étions dans la même pièce, je me retenais tout à la fois de hurler, de tout casser autour de moi, ou de m'effondrer en larmes. J'avais une telle violence rentrée. Mon être, mon corps, mon âme étaient parcourus d'élan de rage. Je me contraignais à les étouffer. Je n'exprimais plus rien par les mots. Je gardais tout à l'intérieur de moi. Ce vide littéraire étalait sous mes yeux la fin de notre amour que j'avais été incapable d'accepter, d'affronter ces dernières années. La différence était qu'avant, j'avais l'écriture pour échapper à la réalité, une réalité qui m'avait toujours heurté. J'avais le sentiment d'être une bombe sur le point d'exploser. Alors, certains matins, je préférais rester roulée en boule dans mon lit. Je ne savais plus qui j'étais. La femme que je croyais avoir trouvée en moi avait disparu. Je n'étais plus l'amoureuse d'Esteban. Je n'étais plus romancière. Et mon rôle de mère s'effaçait implacablement avec le temps. Cette séparation de 2 mois devait nous permettre d'éprouver les miettes de notre amour. Existait-il encore? Nous manquerions-nous? Ou bien mènerions-nous notre vie définitivement l'un sans l'autre? Était-ce la fin de notre histoire? Je n'en voulais pas à Esteban de partir. Je l'avais épuisé ces 2 dernières années. Aurais-je tenu à sa place? Je n'en étais pas certaine. Tant de sentiments contradictoires s'agitaient en moi. J'étais certes soulagée de ne plus avoir à croiser ses regards, ni à vivre près de lui, alors que je ne brillais plus. Mais j'étais aussi affreusement triste. Esteban avait tellement été ma vie. J'avais beau être capable d'analyser les raisons de notre situation actuelle, je ne comprenais pas comment nous avions pu en arriver là. Durant nos premières années, j'avais vécu dans la terreur qu'il me quitte pour son pays, pour les siens. Et aujourd'hui, je le laissais partir sans me battre pour nous, presque avec soulagement. Mon avis sur les renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Il y a des plaisirs qu'on garde pour soi, des chansons qu'on chantonne en cachette, des films qu'on regarde en boucle sans jamais les citer dans une conversation sérieuse, et des auteurices qu'on chérit en silence, comme un bonbon qu'on savoure loin des regards. Moi, j'ai Agnès Martin-Lugan. Depuis Les gens heureux lisent et boivent du café, je suis accro. J'attends chaque nouveau roman comme d'autres attendent la saison finale de leur série préférée. Et Les Renaissances ne fait pas exception. En moins de 24 heures, j'ai été embarquée, conquise, transformée. Rebecca, Lino, Esteban, ils m'ont fait du bien. Comme une séance de kiné pour le cœur. Alors oui, l'autrice ne révolutionne pas le genre. Elle fait ce qu'elle sait faire. Elle prend des âmes cabossées, les fait se rencontrer, se heurter, s'aimer, se reconstruire. Et toujours, toujours, il y a cette potion magique, l'amour. Celui qui fait mal, qui fait du bien, qui fait réfléchir, qui fait rêver. Celui qu'on moque parfois parce qu'il est trop commun, trop tendre, trop humain. Et parfois, c'est un peu maladroit, un peu long, un peu cousu de fil blanc, mais on avance sans s'arrêter, parce que ça nous parle,
parce que ça nous touche, parce que ça fait du bien. Moi, j'aime ça. J'aime qu'on me parle d'amour comme d'un art. J'aime qu'un roman me fasse croire que tout est encore possible. Et j'aime refermer un livre en me disant que mon cœur est un peu plus léger. Je ne vous avouerai pas mes films doudous, ni mes chansons réconfortantes, mais je vous avoue ça, j'aime les romans d'Agnès Martin-Lugan, et je ne boude pas mon plaisir. Et pour finir, ces mots. Aimer n'a rien d'une évidence. Aimer demande du travail, de la persévérance. Aimer exige de se connaître, de se battre contre soi-même, en duel, avec nos marques, de douter, de se perdre. Aimer signifie parfois réparer, restaurer. Aimer enferme et libère. Aimer rend heureux, rend malheureux. Aimer fait voyager, fait réfléchir, rêver. Aimer malmène, bouscule, transforme. Aimer est un art. Citation du livre Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles lectures.